tous disent la même chose. Les obédiences ont pour principal défaut de calquer la forme des gouvernements profanes sur l'organisation des systèmes initiatiques, tout système initiatique confondu d'ailleurs. Mais puisque ce soir nous parlons du régime écossais rectifié, nous nous en tiendrons au régime écossais rectifié et nous pouvons convenir que leur analyse est juste. Combien d'entre nous avons-nous passé de temps lors de tenues toute lumière d'ordre éclairée à lire tel protocole, sentence administrative, circulaire du grand secrétaire, ordonnance du tel Mamamouchi, etc., 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 etc. Le quart d'heure symbolique, c'est pour quand? Oui, allez, ça sera à 5 minutes ce soir, parce que les agapes sont très chaudes et on a déjà beaucoup passé de temps. Et ainsi de suite, de tenue en tenue. Ah, la fois prochaine, il y a une réception. L'ordre ne pouvant accueillir que des individus ayant une doctrine... Dans quelle situation se trouve le régime écossais rectifié? Quel est ce sketch, ce théâtre, ce mauvais scénario dont on veut nous faire croire, les uns et les autres, que c'est le seul possible pour vivre à l'intérieur du régime? Oh, calme-toi, Jean-Marc, c'est comme ça depuis longtemps. On ne va pas changer les choses du jour au lendemain. Bon, les 5 minutes, elles diront 10 minutes la prochaine fois, voilà. Comment? On n'a pas parlé de Villermoz depuis le début? Non, de toute façon, Villermoz, c'est un homme de 100 ans, c'est un vieillard, un peu gâteux. Perdez pas un peu la tête à la fin, non? De toute façon, on n'est plus au XVIIIe siècle. On ne peut plus vivre comme à l'époque. Tu ne veux pas nous ramener à l'époque des perruques poudrées, et puis de je ne sais trop quoi. On l'aime bien, Villermoz. On ira voir sa tombe au cimetière de Loyasse, lorsqu'on ira casser la graine dans un petit bouchon à Lyon, mais bon, en loge, il ne faut quand même pas non plus nous saturer la vie avec ça. Il y a des choses plus intéressantes. Et c'est comme ça, mes bien chers amis, que depuis 1935, la plupart des structures rectifiées font fonctionner le régime, en dépit du bon sens. La tête à l'envers, comme on dit. À savoir dirigées par les obédiences, qui en font ce qu'elles en veulent, qui n'hésitent pas à modifier les rituels à leur bon gré, et qui se moquent, comme de leur première paire de gants, des dispositions attendues, volontés et formes organisationnelles du rite tel qu'il a été pensé au XVIIIe. J'ose même pas, par fraternité, aborder la question de savoir s'ils ont un jour ou l'autre essayé d'approfondir ce qu'est la doctrine du régime. Parce que là, autant vous dire, oh non, mais Jean-Marc, nous, on est adogmatique. Hein. Non. Alors, pas de doctrine chez nous. Hein. Non, non. Non, non. Liberté absolue. Chacun fait ce qui lui plaît. La doctrine, on n'en parlait pas. On savait bien qu'il y avait quelque part un enseignement du régime sous le bureau, sous l'autel du vénérable maître. Voilà. Il était hors de question d'aborder ce point-là. Hors de question. La plupart des réactions qui se sont manifestées,
si l'on fait un spectre général, d'un côté, on n'en veut pas, parce qu'on l'ignore, on ne sait même pas ce que c'est, on n'en a jamais parlé. De l'autre, en connaissant parfaitement qu'elle existe et ce qu'elle raconte, elle s'oppose au dogme arrêté par les différents conciles de l'Église. C'est vraiment les deux spectres, hein. Mais finalement, qui se rejoignent d'une certaine manière, hein, sont des alliés objectifs dans un même combat contre les tenants et aboutissants de cette doctrine de la réintégration. Les dogmes stipulent que sur tel et tel point, il est impossible de pouvoir poser des affirmations de ce type. Et d'ailleurs, elles font l'objet d'anathématisme formel, en particulier lors du Second Concile de Constantinople, le 5e œcuménite, en 556, en plein milieu du VIe siècle. Comme par hasard. Les thèses d'un certain père qui s'appelle Origène. Je peux vous dire que si on avait parlé d'un loup dans certaines maisons rectifiées, allez, ce soir, on est entre amis, on va dire, ayant une lointaine origine rectifiée, ça n'aurait pas été pire. Quant aux autres maisons de la famille rectifiée, c'est du dogmatisme, c'est de la doctrine, ce n'est pas en conformité avec le caractère libéral, ouvert et universaliste de nos structures. Moi, je ne savais pas que le régime écossais rectifié avait comme fondement le caractère libéral et universaliste. On a plutôt l'impression qu'il fait référence à une religion, vous vous rappelez tout à l'heure, on l'a dit en ouverture, religion primitive. Elle est universelle, mais pas universaliste, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quoi qu'il en soit, si l'on fait d'un côté un cercle en disant la forme organisationnelle du régime écossais rectifié, et si l'on fait de l'autre un autre cercle en disant doctrine de l'ordre, on a à peu près les éléments qui constituent le régime écossais rectifié. Mais à partir de ces deux éléments, si nous éclairons la situation dans laquelle se trouve le régime depuis son réveil en 1935, il apparaît une évidence et une vérité bien simple. C'est que de partout, je dis bien de partout, où l'on se tourne, eh bien, il n'y a pas un exemple d'une conformité des volontés fondatrices des frères qui, au XVIIIe siècle, ont constitué le régime lors du convent des Gaules et du convent de Wilhelmsbad, ni non plus des souhaits de Camille Savoir en 1935. Mais avec Camille Savoir et ceux qui lui ont succédé, ceux qui étaient autour de lui, Rybinski, Moirou, Bello, Vaste, jusqu'à Jean Tourniac. C'est quand même des frères qui savaient de quoi ils parlaient, qu'on a connus, enfin, pour beaucoup d'entre nous. Et si l'on élargit encore plus le spectre des autorités rectifiées dans les autres branches issues du réveil de 1935, le constat est identique. Identique.
nous nous retrouvons devant la même situation. Il n'y a pas un seul exemple de conformité, ni même d'une volonté de mise en conformité. La réaction a été furieuse. Camille Savoir, qu'est-ce que c'est que ça? Un libre penseur? Un athée? Ce que j'ai entendu du côté des cuisines où j'allais parfois préparer les agapes. Hein, voilà. Mais sur d'autres versions, on avait exactement la même réaction. Il n'est pas question de nous soumettre à des impératifs qui, pour nous, ne représentent rien du tout. Oui, mais il y a une question quand même. Vous prétendez avoir autorité sur le rite. Vous prétendez transmettre, conférer des initiations, transmettre des grades. Et d'ailleurs, je dirais, c'est peut-être anecdotique, mais enfin ça compte aussi, vous percevez des sommes qu'on appelle capitations dans nos milieux pour nous faire pratiquer ce rite sous vos auspices. Puis comme ça, on a un beau papier timbré avec un certificat comme quoi on est bien franc-maçon de telle ou telle structure ayant été reçu à tel grade du régime. Difficulté. Grosse difficulté, mes bien chers frères. Grosse difficulté. Grosse difficulté parce que si le rite a bien été réveillé à l'initiative de Camille Savoir et des frères qui l'ont entouré en 1935, et que nous sommes amenés par examen tranquille, dépassionné, à admettre qu'aucune forme n'est en conformité avec les dispositions, au minimum celle de Camille Savoir en 1935, de faire vivre le grand directoire des Gaules tel qu'il a été pensé en 1935. Alors, quel devenir pour le régime dans cette situation? Que nous reste-t-il à faire si, au bout de cette présentation, nous en étions à la conclusion, eh bien, c'est parfait, les choses sont en conformité avec les vues de Villermoz, nous sommes tous parfaitement instruits de ce qu'est la doctrine de l'ordre, la forme organisationnelle, les rituels. Très bien, on passe aux agapes immédiatement. J'ai terminé ma conférence. Nous pouvons aller nous désaltérer. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ça se complique. Ça se complique. Notablement parce que si rien n'est en conformité, comme par hasard, si vous regardez bien, les formes sous lesquelles vivent l'ensemble des juridictions rectifiées, c'est sous la forme de grands prieurés souchés sur des obédiences qui ont autorité sur les prieurés. Alors, ce qui est complètement incongru. Imaginez une province rectifiée, dépendante, soumise d'une obédience dont on sait, par Marius Lepage, par René Guénon et par d'autres, qu'elles ont pour principal défaut d'être calquées sur les formes profanes. Donc, oui, vous avez entendu, une forme profane, administrative, juridique, posée sous statut de loi de 1901, à autorité sur une structure initiatique. C'est le cas pour le rectifier de partout où il est travaillé aujourd'hui. Si ce rectifié n'est pas constitué sur le plan de son organisation
dans aucune des structures aujourd'hui ayant à le faire vivre, en conformité avec les vœux de ses fondateurs. Mais ce qui est régulier pour le régime écossais rectifié, c'est ce qui est en conformité ou pas avec quoi? Les constitutions d'Anderson et des Aguliers, mais pour des rectifiés, enfin, excusez-moi, mais on s'en moque. Autrement, on n'aurait pas rectifié la franc-maçonnerie en 1778. On aurait pris les constitutions d'Anderson et des Aguliers à Lyon et on les aurait appliquées. On n'aurait pas parlé de système arbitraire réuni en Grande Loge. Vous croyez qu'il vise quoi, Villermoz? La Grande Loge de Lyon? Mais il vise effectivement la maçonnerie qu'on essaye de vouloir imposer en France à cette époque. Et les dispositions de 1778 viennent rectifier, réformer, pour apporter quoi? Un enseignement, une organisation que ces systèmes ignorent. Et on voudrait aujourd'hui faire peser sur le rectifié les critères anglais que Villermoz lui-même a rejetés en 1778. C'est le royaume d'Ubu. On est chez Père Ubu. Et je me rappelle quelques discussions avec des frères pourtant sympathiques dans mon ancienne maison, souchés sur les principes de la régularité, qui me disaient, mais Jean-Marc, l'ordre, je ne vais pas nommer la structure, mais vous l'aurez tous deviné. L'ordre, c'est la Grande Loge, etc. Je dis, mais enfin, je n'y pense pas. L'ordre est si reculé qu'il se perd dans la nuit. Regarde ce qu'on dit à l'apprenti. Tu te rappelles quand tu as été reçu apprenti? Qu'est-ce qu'il t'a dit, le vénérable maître? Monsieur, voici le vêtement primitif, le plus beau que l'ordre puisse. Tu crois que c'est la boutique de Paris là qui nous a vendu le tablier, dont veut parler Villermoz? Tu crois que c'est la structure administrative? Ce que je vous dis là pour mon ancienne maison, je dis ça avec beaucoup de fraternité parce que j'ai encore des frères que j'aime beaucoup à l'intérieur et je pense qu'on y fait un rectifié sincère. Je dis bien sincère. Mais ce n'est pas ça l'ordre. L'ordre auquel fait allusion Jean-Baptiste Villermoz, c'est tout autre chose. Pour le coup, oui, c'est un autre ordre des choses. Et ce qui est valable pour la maison évoquée est valable pour toutes les autres maisons. Avec les tenues de grande loge, plusieurs rites représentés, et les grandes falbalas pour les grands officiers de grande loge, des corps de grande loge, des rituels de grande loge, etc. Même, et y compris, des structures qui ont été formées, forgées, portées sur les fonds baptismaux par le régime écossais rectifié. D'où, et vous le comprenez, la crainte, l'effroi des propos que je peux émettre sur la manière dont le rite est vécu et travaillé aujourd'hui. Alors, si nous convenons que la situation n'est pas conforme, il convient, mes bien chers frères, de prendre, en tant que frères rectifiés, notre destin, c'est-à-dire les destins du régime, en main. Il nous appartient de poser pour le futur
les critères de la régularité du régime écossais rectifié selon ce que les fondateurs du régime ont posé au XVIIIe siècle. Et à la question « Quel devenir pour le régime écossais rectifié ?» Si nous ne réagissons pas, le devenir, nous le connaissons. C'est la continuité d'une vie en domination, en soumission, en éloignement des principes du régime, jusqu'au point d'en perdre la mémoire, le souvenir et la perspective. En revanche, si nous réagissons et que nous considérons que nous avons une responsabilité au titre de notre état de maçon rectifié, ayant été reçu par les 3 coups de compas de maillet sur le cœur, qui nous met en ligne directe, de manière ininterrompue. Et c'est une spécificité du régime écossais rectifié. Tous les autres systèmes, néo-Cohen, etc., ont tous été reconstitués puisque les ordres se sont éteints, pas le rectifié. Donc, les transmissions sont authentiques. Chaque vénérable maître qui a été reçu authentiquement et a fait sa carrière à l'intérieur du rectifié, qui reçoit un apprenti franc-maçon rectifié, lui transmet effectivement la même essence initiatique. C'est extraordinaire. Donc nous sommes dépositaires d'une transmission incontestable, tous, autant que nous sommes les rectifiés. Et si nous sommes dépositaires de cette transmission, alors nous avons une responsabilité fondamentale, indiquée par Jean-Baptiste Villermoz. Le grain mis en terre, il reçoit la vie. Mais si son germe est altéré, la terre même où ce grain a été semé en accélère la putréfaction. Vous voulez dire, oui, vous voulez dire que le grain que représente l'initiation rectifiée peut recevoir la vie s'il est mis dans une bonne terre, de manière à y fructifier, à germer, à faire surgir des plantes fortes, un arbre puissant, fait de larges branches, sur lesquelles de beaux oiseaux, peut-être ayant l'allure de phénix, viennent s'y poser pour y faire leur nid et prendre leur envol, mais que si le germe est altéré, eh oui, si le germe est altéré de la structure initiatique dont nous sommes les dépositaires, alors, au lieu d'y recevoir la vie, nous accélérerons par notre passivité la putréfaction du régime dont nous sommes les dépositaires. Je crois que cette responsabilité à laquelle ne cesse de nous inviter Jean-Baptiste Villermoz, dès nos premiers instants dans l'ordre, est une responsabilité sacrée. Rappelez-vous, au tout début de cette communication,
nous parlions de cet ordre primitif dépositaire du sacerdoce originel d'Adam, si nous croyons vraiment que se trouvent à l'intérieur du régime les éléments de ce sacerdoce, alors notre devoir, mes bien chers amis, n'est pas simplement un devoir administratif, organisationnel ou historique, c'est un devoir religieux, issu de la religion primitive. C'est un devoir mystique. C'est un devoir qui était considéré comme le plus précieux pour Villermoz et tous les frères du XVIIIe siècle. Et c'est à ce devoir que nous avons juré fidélité, c'est à ce devoir qu'il nous faut être attachés et ne jamais nous dessaisir. Le feu consume la corruption, mais il dévore l'être corrompu. Monsieur, dit le vénérable maître, l'homme est l'image immortelle de Dieu. Mais qui pourra la reconnaître s'il la défigure lui-même? Laisserons-nous défigurer le régime dépositaire de ses enseignements et de ses connaissances sacrées, ou est-ce que nous décidons enfin de poser comme ayant été frappé par la dignité du temps, la dignité de l'histoire, la dignité initiatique, les vœux de Jean-Baptiste Villermoz, qui donna sa vie pour le régime, qui conserva jusqu'à la fin de ses jours l'énergie intégrale pour la préservation de toutes les instructions, des rituels, en honneur de Jean-Baptiste Villermoz, des frères de Turckheim, de Joseph de Maistre, de l'œuvre entreprise par Camille Savoir. Relevons le défi et donnons enfin au phénix le devenir qui est le sien. Et alors, à la question « Quel devenir pour le régime écossais rectifié ?», nous répondrons d'une seule voix « Périt, ut vivat ».